Et de la situation au Mali, on en parle avec le spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr, bonsoir. Bonsoir. Vous avez notamment écrit État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Pour commencer, ce massacre qui interroge encore beaucoup, celui de Moura, ce village du centre du pays qui a été la cible d'une opération antiterroriste entre le 27 et le 31 mars dernier. L'armée malienne affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes, alors que des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan d'au moins 300 morts, des civils pour la plupart tués par les forces maliennes, les FAMA et leurs supplétifs russes. Depuis une semaine, Wassim Nasr, on a vu passer quelques témoignages. Vous en avez recueilli également. Que disent-ils, ces témoignages? Effectivement, il y a eu beaucoup de témoignages de Human Rights Watch, de nos confrères aussi, qui ont recueilli en gros, ce que j'ai pu recueillir aussi, le même scénario, on va dire. Ça a démarré le dimanche 27, une descente de l'armée malienne avec des hélicos, appuyés par des renforts, un petit affrontement dans les rues du village, et puis les gens sont rentrés se cacher chez eux. Et puis les FAMA, avec des supplétifs, donc des militaires blancs, ont été chercher les gens chez eux. Ils ont visé particulièrement les Peuls à cause de leur accoutrement, donc qui ressemble, on va dire, ou qui est celui finalement des djihadistes. Et ce qui est, on va dire, inquiétant, c'est que ça a duré plusieurs jours. Donc ça a démarré dimanche. Du coup, on parle d'exaction ou de bavure? C'est ça aussi bavure, la question. En général, c'est ponctuel. Oui. Mais quand ça dure dans le temps, là, on parle d'exaction, parce que ça a duré dans le temps. Le village a été encerclé pendant plusieurs jours. Donc ça a démarré le dimanche pendant le marché, alors qu'il y avait beaucoup de gens du village, mais d'ailleurs aussi. Et ça s'est terminé jeudi vers midi. Personne ne nie la présence de djihadistes. Personne ne nie qu'il y a eu effectivement un affrontement. Il y a même des informations que j'ai pu recueillir, comme quoi il y a, on va dire, un commandant important djihadiste qui a été embarqué par les FAMA et amené à Bamako. Mais ceci ne justifie pas tout ce qui a suivi et tout le ratissage qu'il y a eu dans le village, l'encerclement du village et le massacre qui a suivi derrière. Vous parliez d'hommes blancs, il s'agit de mercenaires de Wagner ou non? Savons-nous exactement, On sait que ce sont des hommes blancs russophones. Oui. Oui. Ils n'ont pas des badges Wagner. Les Maliens disent qu'ils ont effectivement des aides russes au sol, mais c'est pas Wagner. Là, on ne pourra pas savoir. En tout cas, c'était des hommes blancs russophones qui ont participé à plusieurs opérations. Et ce qu'il faut rappeler aussi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a eu un massacre aussi à Dogofri, qui est pas loin, quelques jours avant. Et d'après des sources propres, on va dire, j'ai compris qu'il y a une personne du premier cercle familial, on va dire, d'Amadou Koufa, ou Mohamed Koufa. Oui, parce que c'était ça, hein, l'objectif, c'était de capturer Amadou. Il n'était pas déclaré l'objectif. Mais après coup, on a compris qu'est-ce que l'armée malienne cherchait dans le centre, et particulièrement à Dogofri et à Moura. Et on a compris qu'il cherchait Mohamed Koufa, parce que selon des informations que j'ai pu avoir, une personne de son premier cercle familial a été arrêtée 2 semaines ou 3 semaines avant le début des opérations et qui a donné des informations sur des potentiels lieux de présence de Koufa ou des lieux de rencontre avec sa famille. Et sauf qu'à chaque fois, l'armée malienne a fait chou blanc et ceux qui ont payé le prix de ces opérations militaires, finalement, ce sont les habitants de ces zones. Et même pour rester un peu sur Moura, une fois l'opération malienne finie, avec l'aide de ces supplétifs, on va dire, russophones, les habitants étaient encore une fois livrés à eux-mêmes. Donc c'est un village qui est contrôlé par les djihadistes depuis plusieurs années. Les habitants sont obligés de faire avec. Et on a su qu'une fois l'armée est partie, les djihadistes sont revenus. Et ceux qui ont collaboré avec l'armée pendant ces quelques moments ou quelques jours où l'armée était présente ont aussi payé le prix. Donc la population se trouve entre deux feux, on va dire, et beaucoup de gens, d'après les dernières informations qui remontent, ont décidé de quitter Moura pour de bon. En tout cas, une enquête a été ouverte, mais les autorités refusent notamment que la MINUSMA se rende sur place. Toujours d'ailleurs, oui. Toujours. Il y a plusieurs demandes formulées. La MINUSMA est interdite de vol
on va dire, sauf les vols qu'on appelle des vols bus, donc d'un endroit à l'autre. Ils sont interdits de survoler des endroits. On a une carte qu'on peut voir, cette zone d'exclusion aérienne, Oui, voilà. Voilà, de laquelle Ombori et Mondoro ont été retirés il y a à peine 10 jours. On sait qu'à Mondoro, l'armée malienne a payé le prix fort après une attaque d'Al-Qaïda au début du mois dernier. Et pas que ça, la MINUSMA est interdite de vol, les drones sont interdits de voler. Ils ont eu le droit de voler une fois au-dessus de Moura il y a une semaine à peu près, mais aussi au sol, quand la MINUSMA patrouille, on sait par exemple que le contingent britannique de la MINUSMA a essuyé des tirs d'hélicos maliens, 6 roquettes qui sont tombées à peine 40 mètres, donc des militaires britanniques de la MINUSMA. Donc ça démontre un manque de coordination et qui a vraiment des effets directs sur le terrain. Autre front déterminant dans le nord-est, cette fois, voilà un mois que l'État islamique combat les Touaregs. Les forces maliennes ont également été attaquées, la MINUSMA également. Qu'est-ce qui se joue ici? Quel est l'enjeu? Il y a un enjeu primordial aujourd'hui pour l'État islamique qui a perdu son chef après une opération militaire française, donc son chef historique qui avait voué allégeance à l'État islamique central en 2015. On parle d'Aboul Walid al-Sahraoui, sauf que l'effet direct ou l'effet pervers, on va dire, de cette opération, c'est que ça a renouvelé le sang du groupe. Et donc Aboul Walid est mort et il a pris ses problèmes avec lui. Donc les problèmes qu'il avait avec ses seconds couteaux, on ne va pas rentrer dans les détails, et à différents niveaux. Même ses rapports avec l'État islamique central. Donc les nouveaux qui sont montés en grade, on va dire, avec un nouveau chef, ont tellement profité de cette situation qu'ils ont établi de meilleures relations avec l'État islamique central. Et aujourd'hui, ils ont leur propre province. Parce que les djihadistes de l'État islamique au Sahel, avant, dépendaient de l'État islamique autour du lac Tchad, ce qu'on appelle État islamique Afrique de l'Ouest. Et des négociations ont eu lieu également avec le président Bazoum, nigérien notamment. Très bien de le rappeler. Le président Bazoum a eu le courage, on va dire, politique, d'annoncer qu'il y avait des discussions établies avec des représentants de l'État islamique. Des seconds couteaux, certes, mais quand même des représentants. Il y a plusieurs initiatives qui, pour le moment, n'ont pas abouti. Donc, contact établi, mais il n'y a aucune des initiatives, des 4 missives, on va dire, n'a établi. Et l'armée du Niger a essuyé plusieurs attaques de l'État islamique depuis. Et les personnes que le président Bazoum, certaines personnes que le président Bazoum ambitionnait de discuter avec sont responsables des attaques contre la communauté Touareg d'Aoussak en particulier, dans le Ménaka, dans la zone frontalière. Et avec la junte malienne, il y a eu des négociations également, des tentatives? Il y a eu des tentatives, mais cette fois-ci du côté d'Al-Qaïda, parce que même à l'époque d'Ibeka, il avait annoncé plusieurs fois sa volonté de négocier. Al-Qaïda a annoncé à son tour sa volonté de négocier avec Bamako. Là, on parle du JNIM, il y a Dagali, Mohamed Koufa, dont on parlait tout à l'heure. Même le JNIM a fait plusieurs communiqués en disant que la guerre avec la France est au Sahel, donc pas d'attentat en France, qui est quand même un gain politique après les interventions militaires françaises et les efforts des militaires, on va dire, dans les pays locaux, mais ça n'a jamais abouti. Il y a eu une dernière tentative en février autour d'une conférence à Nouakchott. Il y a eu des prises de contact entre la junte, il y avait le colonel Ouagué, donc ministre de la Réconciliation, qui était présent, le ministre de la Culte Koné, il y avait l'imam Diko, avec qui j'ai eu aussi la chance de discuter. Je sais qu'il y a eu des initiatives de part des katibas du centre, donc celles qui sont concernées aujourd'hui par les combats et par les massacres, sauf que ça n'a pas abouti d'ailleurs pour le moment, parce que les militaires maliens cherchaient ce qu'ils appellent la montée en puissance, qui finalement n'a pas de prise sur le terrain, parce qu'on sait par exemple qu'après l'engagement des Russes, il y a eu quand même l'attaque de Mondoro, où les militaires maliens ont perdu plus de 40 personnes au début du mois dernier. Simi, il nous reste vraiment 20 secondes, et c'est l'actualité aussi après la fin des missions de Barkhane et de Takuba. L'Union européenne qui suspend ses missions de formation militaire au Mali, qu'est-ce que ça implique, cette suspension? Ça implique que les Européens n'ont pas envie de refaire le match comme en République centrafricaine, où ils entraînaient les militaires là-bas qui finalement travaillaient avec les Russes. Et aussi, c'est la volonté des Maliens qui mettent dehors les Européens, veulent mettre dehors la CEDEAO même, arrêtent, comme on l'a rappelé, des membres d'une ONG et veulent que Barkhane quitte les lieux et font cette zone d'exclusion aérienne. Donc le travail est devenu très difficile de fait, parce que aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la volonté des autorités de Bamako aujourd'hui. Wassim Nasr, merci pour votre analyse, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur d'État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Merci.